Cronbach qui est assez connu. L'alpha de Cronbach, c'est un outil qui est assez connu, voilà, qu'on peut regarder. Évidemment, il n'y a pas que ça. Je regarde en fait tout le protocole, tout vraiment comment vous avez collecté vos données, puisque la fiabilité, c'est pas, il y a pas, il y a l'outil statistique qui vous permet de le mesurer, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi vraiment toute votre méthodologie, quoi. Comment vous avez, voilà, généré en fait, vous avez mis en place en fait le protocole. Si vous avez fait des expérimentations, le protocole expérimental, je vais aller regarder. Si vous faites des questionnaires classiques, dans ce cas-là, je vais aller regarder un peu comment vous avez mis en place les questionnaires et tout. Et c'est sur cette base-là que je me dis, OK, c'est bon, quoi, on est bon en fiabilité. Et sur la validité, là, pareil, pour ceux parmi vous hein, qui ont été initiés ou qui font des modélisations par équation structurelle, il y a un certain nombre en fait d'indicateurs. Par exemple, il y a le ROVC, rho de validité convergente, qui permet en fait, ou de validité discriminante, qui sont des indicateurs qui permettent en fait de démontrer qu'on a des résultats qui sont valides en fait. Valide, ça veut dire que enfin, fiable, ça veut dire si on change l'instrument. Vous voyez là, il y a quelqu'un qui nous parlait de triangulation au niveau des analyses. En fait, donc moi, si je regarde mes indicateurs de fiabilité, je sais que c'est bon, quoi. Si on changeait l'outil de collecte, on aurait eu les mêmes résultats à peu près. Et validité, c'est si on change de contexte. Si, par exemple, cette étude-là, et on refait l'étude en fait l'année prochaine, ou on refait l'étude dans un autre contexte géographique, est-ce qu'on aurait des résultats qui soient convergents ou pas, concordants? C'est ça qu'on appelle la validité. Et que moi, ces éléments-là, voilà, il y a des indicateurs que je vais les regarder. Ça veut dire que aussi, clairement, si dans votre papier, vous n'avez pas mis ces indicateurs-là, bah, je ne peux pas savoir quoi. Et que si je ne peux pas savoir, le papier ne peut pas partir en évaluation. Donc là, c'est vraiment des éléments donc voilà, importants. Et là, encore une fois, pareil, je pense que ça peut faire l'objet d'un atelier. Quoi. Comment vraiment obtenir des résultats viables et valides. Là, par contre, il faut qu'on passe voilà, à des logiciels, en fait, SPSS, Amos, PLS. Et voilà, c'est des logiciels comme ça pour aller vraiment sur une base de données, tester et vous montrer concrètement comment vous avez la validité et la fiabilité. Parce que ça, on le regarde dans toutes les bonnes revues. Mais vraiment, si vous faites du quantien, évidemment, on va regarder ça. Voilà, là, je vous ai mis un article. Je vous propose peut-être qu'on regarde ça dans la deuxième séquence. Donc là, c'est vraiment un article Why using the e-questionnaire in qualitative applied linguistic research. Donc là, j'ai fait exprès d'aller en linguistique pour vous montrer que même, donc là, en linguistique, là, on est vraiment à l'être, pour montrer que même vraiment, on n'est pas en sciences de gestion, que même en sciences humaines, sociales, là, on est vraiment au fond de sciences humaines et sociales, on peut utiliser les questionnaires. Et que c'est ce qu'ils ont fait ici. Et que donc voilà, et que ce papier-là, voilà, pareil, je vous le donne, hein, ce que vous l'avez dans les bases de données, Sciences Direct, là, voilà, pour ceux qui ont accès en fait à ces bases de données-là, bah, sinon je vous donnerai en fait l'article. Voilà, on jettera un coup d'œil dans la deuxième partie appliquée voilà, dessus pour que vous voyez vraiment quand vous faites le questionnaire. De toute manière, tout ce qu'il raconte dans le questionnaire, c'est ce que j'ai résumé en fait dans la suite sur les, voilà, vous voyez la étape de construction et échantillonnage. C'est ce que j'ai résumé ici. Donc là, c'est vraiment, l'article est assez détaillé dessus, donc moi je voulais résumer là. Comme ça vous permet, donc c'est pour ça qu'en fait, il vaut mieux que je fasse la partie 3, après on pourra jeter un coup d'œil rapide sur cet élément-là, et après on passera aux études de cas use case, quoi. Là, on est vraiment sur des articles que j'ai publiés moi-même, comme ça je peux vous montrer le questionnaire, comment je l'ai construit, tout le projet, comment je l'ai mis en place, pour que vraiment ça vous donne une bonne idée de comment il faut construire le questionnaire, mais surtout comment on peut l'intégrer dans le projet. C'est surtout cette partie-là qui n'est pas simple en fait. Franchement, parce que construire le questionnaire, vous pouvez aller prendre un livre, il y a des ouvrages, il y a pas mal de ressources en fait, vous pouvez le faire plus ou moins. Voilà, mais par contre, vous le faire bien et surtout l'intégrer dans un projet, ça c'est autre chose. Ça demande de l'expérience, de la formation. Bien. Prof, Vraiment. Et prof, prof, ah, vas-y. il nous Oui. reste environ trois quarts d'heure C'était la même et chose que je voulais dire. on va prendre deux questions qui sont sur le chat et on va passer à la suite. Il y a Transmute. Adolphe qui insiste sur sa question, c'est sur la validité faciale et du contenu. Oui, validité faciale et de contenu, ça c'est vraiment avant. Donc ça, c'est pas moi ici, quoi. Ça veut dire en fait, là, c'est vraiment, vous faites, ça peut être du quali, hein, que vous faites, pour être sûr qu'en fait, validité faciale et de contenu, c'est juste qu'en fait, pour être sûr que ça, c'est surtout quand vous travaillez sur des contextes géographiques différents. Puisqu'en fait, si vous prenez un concept, je vous ai parlé en fait de la satisfaction client. Si vous prenez la satisfaction, vous allez avoir des échelles de mesure de la satisfaction client avec des items, des phrases.
Sauf que ces échelles-là ont été testées dans un contexte géographique donné, en Occident, pour le dire très souvent. Et que vous, si par exemple vous travaillez sur le contexte africain, l'idée c'est juste de prouver qu'en fait, on est sur le même concept. Que quand vous allez en Afrique, est-ce que finalement la satisfaction se construit de la même manière ou pas? Et que par conséquent, vous devez adapter. Et pour adapter, donc ça, il faut faire une étude quali ou sinon faire des entretiens avec des experts. Alors moi, j'avais fait ça dans ma thèse. J'avais fait des entretiens avec des experts pour être sûr que, parce que comme j'avais travaillé sur le Brésil, et que le Brésil déjà c'est un pays lusophone, et qu'il y a peu de travaux de recherche, en tout cas en marketing, voilà, sur le Brésil, il fallait être sûr que mes concepts, en fait, parce que les concepts, c'est des concepts généraux hein, qui ont été testés un peu partout. Donc voilà, sachant que j'ai créé une échelle de mesure, mais pour la plupart des autres échelles, c'était des échelles qui existaient déjà, que j'ai repris et qu'il fallait que je sois sûr que c'est adapté au contexte, etc. Ce qu'on appelle validité contenu facial. Donc Bien, ça, c'est plutôt du calibre des affaires avec des experts. très bien. Et aussi, Herman qui vous demande, est-ce que vous avez un seuil pour l'euro de VC, l'euro VC, pour Alors, l'âge? le français, c'est 0,5. Donc là, c'est vraiment un seuil qui est assez classique. Ça veut dire qu'en fait, quand on parle d'euro BC 0,5, c'est que c'est vraiment la variance partagée entre les items. Si vous avez 5 items qui mesurent, par exemple, la performance, les 5 items qui les mesurent, la variance partagée, enfin, voilà, il serait logique que ces 5 items-là donc soient suffisamment associés. Donc 0,5, c'est 50%. Ça veut dire, en fait, il faut un minimum 50% de variance partagée entre ces 5 items pour qu'on puisse partir, en fait, par parler de validité. Donc voilà, c'est Et, 0,5 qui est vraiment le seuil qui est utilisé un peu partout. et dernière question pour terminer, professeur de Lobanda. Quand vous êtes dans une visée, vous adoptez une méthodologie quantitative et que vous avez pour objectif de comprendre un phénomène et une situation. Est-ce que vous pouvez donner un exemple de la forme que peut prendre la question de recherche? Ouais, là, c'est une question piège, parce que franchement, sans avoir le contexte, etc., voilà, je suis incapable hein, de vous dire Oui, moi aussi. une question. Ouais, donc ça, c'est vraiment voilà, des sujets sur lesquels peut-être que si, par exemple, demain, il y a un atelier d'écriture, voilà, il y a un projet sur lequel on travaille. Parce que Oui. là, en fait, à Dakar, il y a 2 semaines, j'ai animé un atelier booster, où on a ciblé des jeunes docteurs, en fait, voilà, qui ont soutenu et voilà, qui souhaitent aller au CAMES pour l'agrégation voilà, plus tard et qu'on a suivi. Ils ont fait un projet qu'ils ont envoyé il y a quelques mois. On a regardé ça. On a fait un atelier vraiment face à face sur Dakar. On a sélectionné 5, 6, 7 personnes qui venaient un peu partout de l'Afrique. On a eu Cameroun, Togo, etc., Sénégal. Donc voilà, qu'on a animé sur Dakar. Ça aussi, on le fait. Hein. C'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de parler aussi des activités qu'on mène sur l'Afrique. Mais on mène pas mal d'ateliers de ce type, en fait. Je suis allé à Douala, on est allé, en fait, au Bénin, on est allé aussi Maroc, Tunisie, Sénégal. On a fait pas mal de pays, en fait. Là, c'est vraiment des questions, une question type, il faut le projet. Voilà, pour pouvoir répondre à ce type de questions-là. Désolé hein, de ne pas pouvoir. Très bien. Et je de ne suis pas- désolé, Cassigny, on ne va pas répondre, on va pas prendre votre question. On va continuer avec la partie Oui, 3. Allez-y, professeur, et, avec la partie 3. ouais, oui, la partie 3, parce qu'en fait, la partie 3 c'est vraiment une partie qui est assez structurée. C'est vraiment les étapes par lesquelles on passe. Voilà, donc du coup, donc là, on va spécifier. Donc ça veut dire en fait, qu'est-ce que je mets, hein, comment je collecte mes données dans le questionnaire. Alors il y a deux principales techniques pour faire son questionnaire. Soit on peut reprendre des échelles qui existaient déjà. Moi, dans 90% des cas, c'est ce que je fais. Voilà, après, on les adapte, voilà, que ça soit adapté au contexte. Soit en fait, on fait du quali pour créer donc soi-même une échelle. Donc là, on crée vraiment, ça veut dire que si on a un concept qui est totalement nouveau, c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire du quali qui permet de rédiger le questionnaire. OK? Deux techniques. Ensuite, pour les méthodes d'entretien, donc là, je ne vais pas développer, c'est vraiment des choses assez classiques. Téléphone, face à face, sachant qu'aujourd'hui, c'est plutôt de Internet, hein, parce qu'avec la facilité de collecter via les réseaux sociaux sur Internet. Vous avez un outil qui s'appelle module Sphinx Scanner, pour, par exemple, ceux qui font en face à face, les questionnaires. Le module vous permet de scanner et de retrouver toutes vos réponses sur un fichier Excel derrière. Ça, c'est très pratique pour ceux qui font un questionnaire face à face encore. Ensuite, question de contenu, voilà, faire attention à la neutralité, pertinence. Il faut vraiment que les questions, il ne faut pas que ça soit orienté. Il faut que ça soit vraiment le plus neutre possible hein, sur la manière de formuler les questions. Là, pareil, je vous ai fait un support. Vous avez un support de cours qui montre des exemples de questions qui ne sont pas neutres, qui sont neutres, etc. Ça, pareil, je vous l'enverrai pour que vous voyez vraiment des exemples que, voilà,
surmonter les capacités, en fait, la réticence, l'appareil, vraiment la clarté. Parce que, voilà, n'oubliez pas que la personne qui répond n'est pas forcément spécialiste et qu'il faut vraiment que ça, voilà, qu'il comprenne très bien, en fait, ce que vous dites. Questions non structurées, questions structurées. Vous pouvez avoir des questions qualitatives, des questions ouvertes, non structurées. Et des questions structurées où là, vraiment, on donne les modalités de réponse. Quoi. Oui, non, pas du tout d'accord, tout à fait d'accord. Voilà, clarté, simplicité, précision. Voilà, tout ça, je voulais résumer vraiment dans un support, en fait, que je vous donnerai aussi. Et à chaque fois, je vous ai indiqué la page du support. J'ai numéroté un support, voilà, 1, 2, 3. Et à chaque fois, quelle page il faut aller regarder, en fait. Tout ce que j'ai mis là, vraiment les éléments détaillés. Ensuite, sur le plan du questionnaire, voilà, vous voyez, souvent, c'est, voilà, vous voyez là, introduction, question filtre, question de contenu, question sociodémographique, remerciement. Là, c'est vraiment la structure type d'un questionnaire. On introduit, on explique juste que ce questionnaire est destiné à tel, etc. Surtout préciser la durée de remplissage. Si c'est 5 minutes, mettez 5 minutes. Si c'est 10, mettez 10 minutes de remplissage. Et surtout, préciser aussi que c'est anonyme. Parce que quand vous collectez des données, voilà, il faut vraiment que ça soit anonymisé. Sauf si vraiment vous souhaitez collecter des données et que ce n'est pas anonymisé, il faut avoir l'accord exprès. Voilà, écrit quoi, du répondant. Ça, c'est important pour des raisons d'éthique. Euh, donc voilà, vraiment en fait, question. Mais ça, c'est vraiment un classique hein, dans les questionnaires. Ensuite, il faut le pré-tester pour être sûr qu'en fait, votre questionnaire est bien compris en fait par les répondants. Voilà, avant de lancer le questionnaire final. Il faut pré-tester sur quelques personnes. Ça peut être sur 5, 10 personnes pour éliminer les questions où il y a des problèmes, s'il y a des non-compréhensions. Voilà, là, pareil, sur la structure du questionnaire, je vous ai fait un support 2, structure du questionnaire. Tout ce que je vous raconte là, vous l'avez sous forme d'entonnoir, voilà, et tout. C'est vraiment, voilà, peut-être que je vous ferai un petit, voilà, un petit, je vais juste faire un petit passage là, juste après, sur les supports pour que vous voyez hein, ce que je vais partager avec vous. Ensuite, ce qui va être vraiment important, c'est comment vous faites votre échantillon. Donc là, donc voilà, plusieurs étapes. Déterminer la base de sondage, sélectionner une technique spécifique d'échantillonnage, calculer la taille d'échantillon. Vraiment, c'est dans cet ordre-là. Hein. Base de sondage, technique d'échantillonnage, taille d'échantillon. 3 éléments clés si vous faites du quanti. Vraiment, parce qu'après, il y a les questionnaires que vous faites dans le cadre du Cali et qui ne sont pas destinés en fait à tester vraiment des hypothèses, etc. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Mais si vraiment vous êtes en hypothétique et déductif et que vous voulez tester des hypothèses, c'est voilà, c'est vraiment dans ces 3. Et chacune des étapes, je l'ai développé un peu pour dire, voilà, voilà, vous déterminez la base de sondage, comment vous le faites. Ensuite, pour la sélection d'échantillonnage, vous avez 2 techniques principales, échantillonnage non probabiliste et échantillonnage probabiliste. Tout dépend, est-ce que vous avez accès à une base de données ou pas. Si vous avez une base de données qui existe déjà, par exemple, moi, sur le papier dans décision marketing, là, j'ai une base de données puisque j'ai un panel. Dans ce cas-là, on est dans les échantillonnages probabilistes pour les mobiliser. Si par contre, vous n'avez pas une base de données, vous pouvez utiliser en fait les méthodes non probabilistes, ça c'est convenance en fait, ou les quotas. Donc là, vous prenez vraiment les personnes autour de vous. Voilà. Donc, c'est pas très statistique, mais bon, après, si vous n'avez pas le choix, là, vous utilisez ça. Et là, pareil, vous avez un support sur technique d'échantillonnage. Page 1 et 2, vous pouvez aller regarder. Tout ce que je vous raconte là, c'est défini. Chaque méthode, en fait. Convenance, c'est quoi? Quota, c'est quoi? Boule de neige, c'est quoi? Tout ça, c'est défini, en fait, voilà, dans le support qu'en fait, que je vous enverrai. Calculer la taille d'échantillon. Là, pareil, vous avez en fait une formule qui est assez classique qui permet de déterminer la taille d'échantillon. Voilà, je vous l'ai mis ici. Donc, cette formule-là, ça veut dire qu'en fait, concrètement, il faut faire une petite enquête sur une centaine de personnes. Et sur cette base-là, vous faites ces calculs-là pour savoir, en fait, pour votre étude finale, quel sera l'échantillon optimisé. Donc, voilà, ça peut se faire. Donc, là, si vous êtes vraiment dans des études, en fait, et que vous voulez avoir, en fait, bonne idée, en fait, de votre taille d'échantillon. Sinon, aujourd'hui, c'est assez simple. Sur Internet, vous avez des calculatrices. Là, je vous en ai mis une ici. Voilà, vous allez dessus, vous lui mettez en fait un certain nombre d'éléments. Voilà, je vais le faire. Par contre, il faut que je change le partage, parce que là, il faut que je partage. Je vais vous le Pendant mettre que vous aussi faites sur les. ça, je donne une information. Vous avez le lien pour les certificats de participation pour tout le monde. Vous avez le lien que je remets là pour vous demander votre certificat de participation. Donc, si vous ne cliquez pas, vous ne remplissez pas le formulaire, à la fin de la séance, vous n'aurez pas vos certificats, s'il vous plaît.
Merci. Euh, Je suis désolé, hein, je suis un peu dur, mais c'est comme ça. Je suis désolé. Je vous oui, laisse donc du coup, poursuivre. vous voyez ce que je partage là? Oui, Voilà, on voit bien. voilà, vous voyez si par exemple votre taille d'échantillon, c'est à vous, hein, de taille de la population. Si vous avez par exemple une population de, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, de 15 000, vous voyez si par exemple on a une marge d'erreur de 2%, un niveau de confiance de 95, si je reste sur les seuils standards, voilà, en fait, vous lui dites juste, voilà, donc du coup j'ai 150, voilà, non, je sais pas, 15 000. Voilà, j'ai 15 000, la population totale, ça fait 15 000, taille de la population. Après, marge d'erreur 2%, seuil de confiance. Et tous ces éléments-là, c'est défini ici, hein. À chaque fois, c'est quoi la marge d'erreur, c'est quoi le niveau de confiance. Mais ça, c'est des choses que ceux qui font les statistiques, ils connaissent, quoi. Ça, il n'y a pas de. C'est du basique en statistique. Donc, du coup, là, vous voyez, en fait, je lui ai mis les 15 000 et c'est bon, hein. Il m'a dit il faut 2070 répondants. C'est la taille qu'il me faut. Et pour ça, il faut que j'envoie 10 350 invitations dans ma base de données. OK? Et ensuite, si par exemple, voilà, je baisse en 5000, voilà, vous voyez, si je baisse ma taille de la population à 5000, je suis à 1623. Et que dans ce cas-là, il faut que j'envoie 8115 réponses. Voilà, c'est comme ça que vous déterminez votre taille d'échantillon optimale. Voilà, parce qu'en fait, pour faire des calculs statistiques, évidemment, même si vous avez une base de données de 5000, voilà, vous n'allez pas forcément le faire sur les 5000. Parce que si, par exemple, pour le test du KIDE, si je prends le cas du test du KIDE, le KIDE est sensible à la taille de l'échantillon. Et que si vous testez votre modèle avec 5000, vous allez avoir en fait des résultats qui ne seront pas optimisés avec le test du KIDE. Par exemple, ceux qui font une modélisation équation structurelle, voilà, certainement ça vous parle, ça vous dit quelque chose. En fait, il y a un test du KIDE qui est associé au modèle d'équation structurelle. Et ce modèle-là d'équation structurelle est très sensible à la taille de l'échantillon. Et que par conséquent, au lieu de faire le test avec les 5000, il faut calculer la taille optimale. Et là, vous le faites sur les 1623. Comme ça, vous savez que vous aurez des résultats optimisés. OK? Donc voilà, vous voyez, aujourd'hui, Internet, ça nous facilite en fait la vie, quoi. Parce qu'en fait, avant, je vous disais que l'autre méthode, c'est que je fais une première enquête pour pouvoir calculer ça. Je fais une enquête sur une centaine de personnes pour pouvoir déterminer la taille, voilà, estimer en fait, la taille d'échantillon. Aujourd'hui, sur Internet, vous pouvez le faire. Si vous connaissez votre taille de la population, c'est bon. Vous avez en fait l'outil qui vous fait l'estimation en ligne, voilà, assez facilement et vous faites vos calculs et voilà, et après, c'est bon, hein. Euh, donc voilà, je vais remettre en fait le PowerPoint. Donc voilà, mais je pense que là, c'est quasiment, voilà, quasiment bon. Alors, attention, Clara, C'est bon, je l'ai arrêté. ok. Merci. Oui, ouais, je vous disais qu'en fait, pour ceux qui ne... Mais bon, je pense que ceux qui n'arrivent pas en fait à le faire, ici, je vous ai mis un tableau, hein, que j'ai pris du livre de Malhotra, qui dit en fonction de... Voilà, même si après, là, c'est vraiment plus pour des études en marketing, mais c'est pareil, hein. Si demain, vous faites des études en compta, ça va être à peu près la même chose. En fonction de l'objectif, en fait, que vous avez, il y a des tailles fourchettes type, en fait, de taille d'échantillon, à peu près, quoi. Mais ça, c'est vraiment sur la base de la pratique. Mais l'idéal, c'est vraiment de faire les calculs et de montrer qu'on a voilà, un échantillon optimisé. Donc voilà, je pense que là, j'en ai fini avec la présentation PowerPoint. Peut-être que s'il y a des questions, on les prend avant qu'on passe au cas pratique sur Là, il nous reste une demi-heure, hein. Oui, Pour c'est les ça. cas pratiques, ça va. On y est, ça va. Il y a Bon, pas... il y avait une question à laquelle j'ai pas posé tout à l'heure. Je reviens là-dessus de Lubanda. Lubanda, Aloni vous dit, ben, il n'arrive pas à capter le questionnaire, le fait de faire un questionnaire lorsqu'on fait des entretiens. Pour lui, c'est des guides d'entretien qu'il s'agit lorsqu'on fait des entretiens. Est-ce que vous pouvez vous donner votre opinion sur ce sujet-là? Oui, oui, oui. En fait, quand vous faites du Kali, c'est un guide d'entretien, mais rien ne vous empêche qu'en fait, quand vous faites le Kali, il y a un mini questionnaire où là, encore une fois, hein, c'est pas destiné à vraiment tester des hypothèses, mais c'est pour avoir une évaluation de, voilà, donc là, pour vous donner un exemple typique, ça peut être, voilà, j'étudie en fait enfin, j'aurais du mal à vous donner des exemples en fait en compta finance, hein, mais voilà, je prends le marketing, comme ça, je suis sûr que je ne dis pas n'importe quoi. Si j'ai étudié en fait la préférence des consommateurs pour des marques. Par exemple, marques en fait dans le domaine alimentaire. Je prends des yaourts. Sur, voilà, les yaourts, je peux avoir du Danone, je peux avoir en fait des produits Carrefour, enfin, etc. Et pour étudier la préférence, je peux faire un guide d'entretien, effectivement. Pour étudier pourquoi vous préférez, voilà, qu'est-ce qui fait que vous prenez les yaourts, quel type de yaourt vous prenez, etc. Mais on peut imaginer qu'en fait, à la fin, je leur montre en fait 5 yaourts,
5 produits à autant, 5 marques, en fait, où je demande aux consommateurs de me les noter sur une échelle qui va de 1 jusqu'à 10 en termes de préférence à la fin de mon entretien. Je fais l'entretien avec mon guide d'entretien et à la fin, j'ai un petit questionnaire où je leur dis, voilà, c'est enfin, 5 marques et que ces 5 marques-là, je vous demande de me les noter en termes de préférence sur une échelle qui va de 1 jusqu'à 5. Et là, ça me permet de calculer les moyennes par la suite. Donc, je vous disais qu'en fait, voilà, je pense qu'il ne faut pas être dans une logique de penser que, de se dire qu'en fait, quand je fais du quali, je fais juste mon quali, quand je fais mon quanti, je fais juste mon quanti. On peut tout à fait dynamiser les choses. On peut tout à fait, en fait, faire en sorte qu'il y ait des synergies. Ça permet d'avoir des résultats plus, voilà, plus optimisés, plus, voilà, plus intéressants. Parfait. Alors, j'ai une question C'était dans ce d'Adolphe. sens-là. Ah, Ouais. pardon. Pardon, prof. Oui, oui, je disais juste que c'était dans ce sens-là. Pas aller dans ce OK. sens. Alors, donc, Adolphe a une autre question aussi. Le paradigme de Churchill dans la construction d'un instrument de mesure, son utilité. Autrement dit, sa question pose l'utilité de ce paradigme. Alors, ce paradigme va être utile si vous avez en fait un concept qui est nouveau. Si vous étudiez en fait un concept où il n'y a pas d'échelle de mesure, par exemple, moi, dans ma thèse, je voulais étudier l'image prix de la marque de distributeur et qu'il n'y avait pas d'échelle d'image prix de la marque de distributeur, j'ai créé une échelle, j'ai fait du quali avec des consommateurs, j'ai fait du quali avec des professionnels. Ensuite, sur cette base-là, j'ai généré une liste d'items, une liste d'indicateurs qui mesure en fait l'image prix de la MDD. Ensuite, j'ai fait une enquête quantitative pour tester en fait, voir un peu, voilà, tester en fait mon échelle, etc. et tout, quoi, qui a été créé par la suite. Alors, j'ai une dernière, j'aurais une Mhm. dernière question avant de vous laisser continuer de Saïda Damak qui pose la question suivante. Pour justifier la sélection de l'échantillon, serait-il possible de se référer à Check Market dans le cadre d'une soumission? Vous avez montré l'outil là tout à l'heure. Est-ce que dans une soumission, on peut justifier, on peut utiliser Check Market comme Ah justification oui, de... oui, oui, tout à fait, parce qu'il y a plusieurs plateformes qui existent. Il n'y a pas que Check Market, il y en a plein d'autres qui existent en fait. Donc, il n'y a pas de problème. Tu dois dire que tout à fait préciser que vous êtes passé par telle plateforme pour faire le calcul de la taille optique. Parce que parfois, vous avez des méga bases de données. Et quand vous avez des méga bases de données, vous ne testez pas votre modèle sur la méga base de données, quoi, parce que ce n'est pas optimisé, en fait. Et que ça peut dégrader vos indicateurs statistiques derrière. Ce que vous aurez comme indicateur statistique. Parfait. C'est bon du côté des questions. OK. Alors, donc, du coup, ce que je vous propose, c'est d'aller pour l'article dont je vous ai parlé là sur le e-questionnaire. Voilà, ça, si on n'a pas le temps, c'est pas grave, puisque je vous le donnerai. Et que de toute manière, ça résume, enfin, ça développe ce que j'ai résumé juste avant. Là, par contre, c'est important peut-être qu'on aille voir vraiment un vrai cas pratique où, voilà, sur lequel j'ai travaillé. Voilà, donc là, je vous ai mis deux, peut-être qu'on n'aura pas le temps d'aller en fait dans le détail sur les deux, mais voilà, au moins si on en fait un, voilà, et que vous avez compris vraiment la logique, voilà, c'est très bien. Donc là, c'est un papier qu'on a publié en fait dans Ecological Economics et qui a pris énormément de temps. Donc du coup, là, je vais changer de ce que je l'ai présenté en fait, le papier à la conférence de l'AIMTD où j'étais juste la semaine dernière à Dakhla, au Maroc. Voilà, j'ai présenté le papier, donc du coup, voilà, je vais vous le présenter comme ça. Vraiment, vous avez les éléments assez détaillés. Prof, pendant que Voilà, vous j'ai faites ça, ce que je partage là. je vais juste revenir sur un truc, sur les certificats, s'il vous plaît. Tout à l'heure, vous avez été demandé de bien renseigner vos noms, prénoms. Là, j'ai quelqu'un qui a marqué son nom, prénom dans le nom. Donc, lorsque moi je vais faire le certificat, je ne sais même pas quel est son prénom, quel est son nom. Vous avez bien deux colonnes. Une colonne, on vous demande d'écrire votre nom. Une autre colonne, on vous demande d'écrire votre prénom. Dans le prénom, j'ai rien. Mais dans le nom, j'ai deux ou trois noms. Trois mots, au fait, je vais dire. Donc, je suis désolé. Prof, je suis désolé, hein, professeur Diallo. Il n'y a pas de Mais, souci. voilà. Ne soyez pas étonnés si pour ces personnes-là, je ne fais pas de certificat. D'accord? Merci à tous. Je le vois en direct en ligne quand je vous parle. Attention. Alors, il faut qu'on ferme encore les micros. Je m'en occupe là. Prof, Oui. je vous laisse y aller. Allez-y, professeur Diallo. Oui, donc du coup, je disais qu'en fait, ici, c'est un papier voilà, qu'on a publié dans Ecological Economics, donc voilà, en 2022, et c'est un papier, je pense que c'est un papier qui a pris le plus de temps de toute ma carrière, beaucoup de temps, j'y reviens juste après, euh, sur le tourisme durable. Donc là, c'est vraiment un peu les éléments introductifs, le contexte, voilà, qu'on présente en fait ici, sur les motivations contradictoires des touristes, et voilà, qu'on a essayé d'aller comprendre un peu plus. Parce qu'en fait, les gens qui vous disent qu'ils veulent de la durabilité,
L'idée, c'était juste d'aller voir, en fait, OK, le tourisme durable, c'est quelqu'un finalement qui est, enfin, par définition, c'est quelqu'un qui est là pour protéger la planète. Et nous, on a voulu aller challenger un peu cette idée-là pour dire, est-ce que vraiment ils cherchent uniquement à protéger la planète ou est-ce qu'ils cherchent en fait autre chose? Et que donc, du coup, voilà, on a fait un modèle, en fait, oui. Donc, du coup, là, c'est juste la problématique, comment la durabilité du tourisme et l'affinité avec la nature affectent la proportion à l'engagement social. Voilà, qu'on a décliné, en fait, en questions spécifiques de recherche. Et après, on est allé chercher nos cadres théoriques. Théorie, en fait, nouveau paradigme environnemental, théorie de l'engagement social. Et ensuite, on a modélisé. On a fait notre modèle. Et sur le modèle, vous voyez qu'en fait, on a deux médiateurs. Vous voyez qu'il y a Nature Conservation Attitude et on a l'expérience, en fait, Personal Tourist Experience. Donc là, l'expérience personnelle du touriste. Et l'expérience, évidemment, là, c'est personnel et conservation de la nature, là, c'est vraiment le sectoriel, quoi. Et que voilà, on a essayé de tester ça pour voir un peu, finalement, qu'est-ce qu'ils cherchent réellement, quoi. Voilà, on a utilisé la modélisation par équation structurelle, on a décliné un peu voilà, les équations voilà, simultanées en fait qu'on a testé. Donc là, ce qu'on appelle le modèle de mesure. Ensuite, le modèle de structure en fait qu'on a testé. Et après, au niveau donc du coup de la collecte, donc là, je vais passer plus de temps ici parce que le questionnaire il s'inscrit en fait dans cette partie-là. Vous voyez qu'en fait, je vous parlais de la triangulation méthodologique. Vous voyez qu'en fait ici, j'ai utilisé des études de cas. Ça veut dire qu'en fait, j'ai fait des études de cas pour aller voir un peu ce touriste-là qui me dit qu'en fait, il est durable, il cherche à protéger la planète. Est-ce que finalement, ce qu'il cherche, c'est juste ça ou c'est autre chose, quoi, en même temps? Donc voilà, on a fait 4 études de cas qu'on a menées en fait sur le Sénégal. Ensuite, encore une fois, hein, pour vous dire que, donc voilà, vous pouvez tout à fait publier sur des pays africains si vous avez un projet en fait là qui tient bien la route, il n'y a pas de problème, hein. Ensuite, on a mené des études qualitatives, là pareil, on l'a mené en fait sur le Sénégal avec des touristes en fait internationaux. Donc ça, c'était en 2013. Voilà, vous voyez là, 2012, voilà, les études de cas, 2013, l'étude qualitative. Ensuite, 2013, toujours, une fois qu'on a fait l'étude qualitative, juste après, on a mené une première étude quantitative avec 514 répondants en France sur des touristes qui sont répartis un peu partout. En Afrique, voilà, il y a une cinquantaine de destinations pays. Ensuite, on a mené une deuxième, vous voyez là, de 2013 à 2018, hein, quasiment 5 ans plus tard. On a mené une deuxième étude quantitative en France pour retester le modèle, pour voir est-ce que dans le temps, en fait, les choses bougent ou pas. Après, on n'est pas en longitudinal au sens strict du terme, parce qu'on n'a pas, c'est pas le même échantillon. C'est pas le même public, en fait. On a changé de public, mais ça ne fait rien. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de montrer qu'on a étudié le phénomène en 2013, on l'a réétudié en 2018 avec un échantillon en France. Et ensuite, donc là, vous voyez là, on l'a fait dans le temps. Et ensuite, une fois qu'on l'a étudié en France, on est allé aussi faire le même questionnaire, hein. On est sur le questionnaire ici, hein. Le même questionnaire, on est allé le faire au Canada pour changer de contexte géographique, toujours en utilisant le même protocole, hein, voilà, d'études en fait avec du questionnaire. Et sur cette base-là, au final, on a eu un échantillon de 1405 réponses sur les trois enquêtes en fait, qu'on a menées. Et sur cette base-là, voilà, on a pu démontrer voilà, un certain nombre de choses, hein, apporter là, des résultats pour montrer qu'en fait, il y avait un lien positif. Je ne vais pas vous embêter trop avec les résultats, ce n'est pas votre domaine. Donc voilà, mais on a montré des liens positifs entre le tourisme durable et l'engagement social, montré des effets en fait de médiation, une double médiation même, de l'expérience touristique. Et là, vous voyez, je vous ai mis hédonique. Hédonique, ça veut dire c'est le plaisir. C'est vraiment le fun, l'expérience, le plaisir personnel. Ça veut dire, en fait, non seulement ils cherchent en fait à protéger la planète, mais ils cherchent aussi avant tout à se faire du plaisir, à avoir quelque chose en fait vraiment voilà, de plaisant, etc. Et que ça, on est en train, voilà, on a pu le démontrer, quoi, pour dire que, voilà, ils y vont, ils se définissent comme étant durables, mais voilà, ils y vont pas juste pour la durabilité, quoi. Et que par conséquent, ça, il faut en être conscient. Voilà, mais ici, voilà, l'idée, c'est vraiment de bien voir, en fait, comment cette recherche-là s'inscrit dans le temps, puisqu'en fait, ça a été mené sur une décennie, hein, parce que vous voyez, c'est 2012, hein, le début du projet, et ça a été publié en 2022 dans Ecological Economics. Et que par conséquent, c'est le temps long. Malheureusement, si on est dans des institutions qui poussent un peu à publier, etc., voilà, ça pose problème. C'est qu'à un certain moment, ça, il faut en être conscient, quoi. La recherche, c'est pas de l'instantané,
c'est vraiment du temps. Il faut prendre le temps, en fait, d'étudier les sujets, de trianguler pour apporter des résultats qui soient valides, en fait, et fiables. C'est comme ça qu'on arrive à quelque chose, en fait, voilà, créer quelque chose de nouveau, en fait. Euh, et que mon questionnaire, je vais... Là, par contre, il faut que je partage l'article pour que vous voyez, en fait, toute la partie... voilà, non, moi, je l'ai déjà ouvert. Là, comme ça, vous pouvez voir, en fait, le questionnaire. Alors, Pendant ce temps, je rappelle, prof, à l'auditoire, le lien pour les certificats est parti, comme le dit le docteur Agodio. S'il vous plaît, remplissez bien les champs en fonction des informations qui vous ont été demandées. Parce qu'on ne traitera pas par la suite les erreurs liées au fait que vous avez mal rempli des champs. Donc, prenez la peine de bien remplir les champs pour que vous puissiez avoir vos certificats. Et Merci. aussi, je reçois des mails de personnes qui me demandent le lien. Nous sommes en direct. Vous avez le lien en direct et vous m'envoyez un mail pour me demander le lien. Donc, je vous demande de passer par Zoom. Je suis désolé, hein, je reçois des centaines de mails par jour et je ne vais pas traiter ces mails-là, s'il vous plaît. OK? Nous avons un espace dédié. Vous faites comme c'est demandé, s'il vous plaît. Merci. OK? Merci. voilà, donc du coup, donc du coup, j'en viens vraiment à la partie, comment on a, tout ça, c'est le papier, hein, je vous l'enverrai évidemment, pour ceux qui souhaitent vraiment aller regarder, en fait, de façon plus détaillée. Mais vous voyez qu'en fait, ici, voilà, vous avez Context and Data Collection, où là, en fait, on décrit vraiment toute la procédure, en fait, comment on a fait pour pouvoir collecter nos données. Là, je vais zoomer un peu, hein, parce que sinon, c'est illisible, en fait, pour vous. Voilà, vous voyez, en fait, ici, on a bien collecté, en fait, les données via un questionnaire. Mhm. Et, tac, peut-être un peu plus. Voilà. Là, je pense que c'est un peu mieux. Oui. Voilà, voilà, vous voyez, en fait, ici, voilà, Caltrix, je vous en ai parlé là. Voilà, c'est la plateforme qu'on a utilisée aussi. La version du questionnaire qu'on a envoyé en fait à des répondants sur Sphinx Online et, et Caltrix. On a utilisé même deux plateformes, hein, parce qu'il y a Sphinx Online et après, c'est des plateformes payantes, hein. Donc voilà, et ici, ça nous a permis aussi en fait de pouvoir atteindre différents touristes en fait dans les pays qui sont étudiés. On leur a demandé en fait de remplir le questionnaire. Ensuite, vous voyez ce qu'on appelle la technique du boule de neige. Voilà, vous voyez, j'en ai parlé en fait. Snowballing, sampling. C'est ce qu'on a utilisé en fait comme méthode. Et donc voilà, et donc du coup, on a utilisé en fait, sachant qu'on n'a pas pu avoir une base de données où les gens pouvaient répondre les mêmes personnes, hein, ce qu'on appelle du longitudinal, au sens strict du terme, un panel, quoi. On n'a pas pu avoir accès à un panel. En fait, on a nous-mêmes construit un faux panel, en fait. Puisque le faux panel, c'est que ce pas les mêmes personnes voilà, on étudie le sujet dans le temps et ça peut avec les mêmes personnes. Mais c'est pas grave, parce que ce qui est le plus important, c'était vraiment de pouvoir montrer qu'en fait, dans le temps, est-ce qu'on obtient les mêmes résultats, en fait, ou pas. Donc, du coup, avec ce modèle-là, en fait, voilà, qu'on étudie. Euh, je pense qu'il m'a déconnecté. Je ne sais pas si vous voyez encore Non, de... on vous voit toujours, on voit Ouais, parce que votre moi, il partage. m'a... On voit Ah, votre partage. Oui. C'est plutôt l'écran, peut-être chez vous. ouais, parce qu'en fait, peut-être que j'ai ouvert trop de fichiers. Ouais, parce que là, il me ramène. Sinon, on voit bien votre PDF. Voilà, vous voyez le PDF qui défile, ouais, donc il C'est faut que je ça, oui. redescende. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, mais m'a changé la fenêtre. Ouais, parce que là, je suis vraiment sur la partie modélisation, alors que ce que je voulais, c'est juste. Ah oui, oui, c'est là. Ouais, c'est bon. Donc, du coup, voilà, on est là. Vous voyez là, ce que j'ai mis, ce que j'ai souligné là. Voilà, donc en fait, ici, ils ont répondu par rapport en fait, au dernier voyage touristique. Donc voilà, et là, j'explique vraiment comment en fait, donc là sur 2013, ensuite, ça nous a permis de tester un premier modèle, hein, un modèle initial. Ce modèle-là, il a été enrichi par la suite. Puisque quand on a récolté en 2018, évidemment, en fait, compte tenu en fait, de tout ce qui s'est passé en 5 ans à peu près, euh, donc voilà, l'idée, c'est de dire aussi en fait qu'on a amélioré le modèle. Ça aussi, c'est des choses en fait, bonnes pratiques, de dire que je pars d'un modèle initial
et que je sais qu'en fait, ce modèle-là n'est pas parfait, j'ai recollecté, j'ai amélioré le modèle, etc. Ça, c'est aussi dans la manière de positionner un papier. En tout cas, sur le plan méthodologique, c'est quelque chose qui est apprécié par les reviewers. Donc voilà, on a expliqué vraiment toute la procédure, en fait, donc du coup, de collecte. Et ensuite, normalement, tout à la fin, on a le questionnaire qui a été utilisé, qui est donné, voilà, vous l'avez ici. Voilà, vous l'avez ici, en fait, tous les items qu'on a utilisés pour mesurer, en fait, la durabilité du tourisme, comment la mesurer, avec les indicateurs, avec une dimension écologique, dimension économique, dimension socioculturelle. Donc là, c'est vraiment les trois piliers hein, du développement durable. L'affinité avec la nature, pareil, on a pris en fait un papier pareil qui est publié dans la même revue. Ça, c'est important aussi. Quand vous mesurez les échelles et que vous visez telle revue, c'est beaucoup plus judicieux, pour ne pas dire opportuniste, d'utiliser une échelle qui est mesurée, qui est utilisée en fait dans la même revue. Ça, c'est important. Voilà, parce que ça montre qu'en fait, vous avez un travail qui est bien ancré dans la revue que vous visez. Donc voilà, il y a les autres échelles qu'on a pris aussi en fait d'autres papiers. Voilà, vous voyez. Donc voilà, en fait, ça c'est vraiment notre questionnaire hein, et que chaque item est mesuré sur une échelle qui va de 1 jusqu'à 7 de mémoire ici dans ce projet-là. Et après, une fois qu'on a fait tout ça, donc là je reviens vraiment sur ce que je vous ai dit sur la validité et la fiabilité. Là pareil, j'ai un tableau pour tous ceux qui font du quanti. Ici, vous voyez là. Hop. Voilà. Vous voyez ici, vous voyez qu'en fait, j'ai mis reliability and validity. C'est là. Voilà. Vous voyez dans cette colonne-là, tous mes indicateurs en fait de validité en fait, et vous voyez là, l'AVE, c'est le rho VC, il est là, les 0,72 là. Et ensuite, vous avez en fait le rho de Jolles-Coq, c'est l'équivalent du alpha de Cronbach. C'est exactement la même chose. Ici, c'est 0,7 et là, ça doit être minimum 0,5. Et que pour chaque échelle qu'on a utilisée, on montre qu'en fait, c'est valide, c'est fiable. Et que surtout, regardez bien, hein, on l'a montré sur chaque étude. Hein. Étude 1, étude 2, étude 3. Donc l'étude 1, c'est l'étude de 2013. Et là, l'étude 2, c'est 2018 en France. Étude 3, c'est 2018 au Canada, sur le Québec. Et que pour chaque étude, en fait, on a bien montré qu'on a des indicateurs qui sont valides en fait et fiables. Et là, je vous disais que moi, en fait, quand je reçois des soumissions sur la RFG, c'est le genre de choses que je vais regarder en premier. Quoi. Voilà, pour voir déjà est-ce que ça tient la route à ce niveau-là. Et qu'une fois que ça tient la route, voilà, je sais que ok, je peux aller regarder les contributions, les résultats, voilà, mais je ne regarde pas les résultats tant que je n'ai pas regardé ça. Parce que si ça ne tient pas la route ici, bah, ça ne sert à rien d'aller regarder les résultats. Donc voilà, et ici, c'est vraiment toute ma modélisation, donc voilà, modélisation équation structurelle, que voilà, j'explique ici. Mon échantillon, je le présente aussi, avec voilà, pour montrer un peu quels sont les chiffres clés en fait, de l'échantillon. Donc voilà en gros comment en fait donc voilà, on construit en fait le questionnaire et surtout comment on l'intègre dans le projet de recherche. Donc voilà, peut-être que je relaisse la parole. Je vais enlever le partage là. Et Parfait. Oui, parfait. Merci beaucoup. Il nous reste 10 minutes. oui, Voilà, il reste parfait. 10 minutes pour pouvoir, Oui, voilà, oui. Alors, moi, les commentaires. je vais commencer par les commentaires et puis après, est-ce que c'est des commentaires? C'est plutôt des sollicitations, on va dire. Alors, prof, j'ai remarqué que vous allez parler de théorie de la mesure et vous avez dit, la théorie de la mesure, ça serait même l'objet d'une autre présentation à part entière. Deuxième chose, vous avez parlé d'expérimentation. Moi, j'ai marqué expérimentation. C'est vrai qu'en compta et en finance, on parle beaucoup d'expérimentation. Les financiers font beaucoup d'expérimentation en finance comportementale. En compta, on en fait, mais il y en a peu. Et vous avez de l'expérience là-dedans. Et puis, il y a quelqu'un qui disait dans le chat, est-ce que éventuellement vous pourriez intervenir encore, notamment sur les équations structurelles? Donc, finalement, la question c'est, après cette première expérience, est-ce qu'on peut vous avoir une autre fois encore? Voilà, pour démarrer la séance de discussion. Merci. Non, mais c'est l'agenda. Voilà, il faut qu'on cale, je pense que ce sera pour l'année prochaine. Voilà, pour l'année prochaine, oui, évidemment, voilà, on pourra placer un séminaire, voilà, soit sur l'expérimentation ou sur les équations structurelles. Je pense qu'il faut faire une mini-enquête pour voir un peu quel est peut-être l'outil qui va intéresser le plus l'audience. Est-ce que c'est, voilà, moi je pense que, en tout cas, dans ma tête, je me dis, voilà, équation structurelle, je pense que ça va, voilà, en tout cas, ça me semble approprié, puisque je sais que les financiers utilisent l'équation structurelle, ce qu'on appelle les équations simultanées. Parce que moi, j'ai participé à des séminaires avec mes collègues financiers ici.
Voilà, il m'avait sollicité pour leur animer en fait un séminaire sur les équations structurelles, puisque c'est utilisé en finance. D'accord. Après, Parfait. pour la compta, voilà, je sais pas. Est-ce Si, que j'ai c'est eu, ouais, aussi, j'ai c'est eu très des collègues utilisé. hein, en compta aussi qui ont utilisé Oui, en en fait, compta, c'est utilisé, oui, Si, oui. c'est très utilisé. voilà, j'ai une collègue là qui a utilisé PLS, on va parler là, une collègue comptable. Donc voilà, c'est Alors, voilà, là il y a donc, beaucoup donc, voilà, d'en échanger, de trouver les créneaux. Voilà. ça marche. Donc, chers participants, une fois de plus, c'est la plateforme de tout le monde. Levez la main si vous avez des questions. Tout le long de la présentation, on a pris vos questions dans le chat. Si on a raté une des questions, revenez sur votre question. Ou alors, si vous avez d'autres idées de questions, levez la main, c'est vraiment le moment. Voilà, prenez vraiment ce moment pour interagir avec le prof. Allez-y, vous avez la parole. Professeur Diallo, est-ce que vous pouvez mettre votre présentation à la première page là? Je vais prendre une photo. Oui, Parce que tout à l'heure, j'avais pas votre vidéo en fait. J'avais pas votre caméra. vous parlez du PowerPoint, c'est ça? Oui, la page de garde. En plein écran, s'il vous Ok, plaît. Merci beaucoup. c'est fait. Alors, Merci. je pense qu'il y a une question. Ah non, non, ça c'est bon. Alors oui, donc, chère audience, ben, je vois qu'il n'y a pas de questions, il y a un peu de timidité encore, mais On peut revenir sur des questions qui étaient dans le ouais, chat. Il y avait quelques questions. ouais, peut-être. Ouais. Alors, je vais regarder. J'avais moi noté une question plus en haut ici, mais je pense à laquelle vous avez déjà peut-être un peu répondu. Donc, je suis Herman Vamba de l'Université de Douala au Cameroun. La fonction comprendre d'un questionnaire ne prête-t-elle pas à confusion? Donc, c'est cette idée de questionnaire compréhension. Voilà, est-ce que peut-être que vous pourrez revenir là-dessus? Donc, car comprendre nécessite des questions de type comment, qui sont généralement des questions ouvertes, plus adaptées pour des guides d'entretien que pour des questionnaires. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner des exemples où le questionnaire ou des questions permettraient de comprendre? Voilà. C'est toujours hein, dans cette idée que est-ce que le questionnaire permet de comprendre? Oui, oui, parce qu'en fait, ouais, tout dépend de ce qu'on met derrière la compréhension. Parce que c'est vrai que généralement, l'objectif compréhensif, c'est pour le quali qui permet de le faire. Là, mais encore une fois, hein, je pense que voilà, dans ma réponse tout à l'heure, je vous disais qu'en fait, en faisant votre quali, rien ne vous empêche, une fois qu'en fait vous avez fait votre guide d'entretien, qui permet vraiment donc du coup d'avoir des verbatims, d'avoir du sens, etc. À la fin, d'avoir une évaluation avec un questionnaire par exemple, là, l'exemple typique que je donnais, c'est que voilà, j'ai un questionnaire qui porte, voilà, ne serait-ce que sur pour prendre un exemple peut-être dans la compta qui va être assez parlant, puisque vous en avez parlé en propos introductif, on parlait en fait de la formation de tout ce qui est compétences en fait des comptables. Mhm. On peut tout à fait imaginer avoir un guide d'entretien où on leur demande un peu, donc voilà, comment ils voient les choses en termes de formation, comment on les accompagne, etc. Et qu'à la fin, on leur dit, par exemple, sur tel outil, est-ce que voilà, vous évaluez votre compétence vous-même, votre expertise, quoi. Sur l'utilisation de tel outil comptable, voilà, on vous donne en fait des caractéristiques de l'outil. Sur tel outil, je maîtrise, je ne maîtrise pas. J'ai une échelle qui va de 1 jusqu'à 10 ou jusqu'à 5. Ça, c'est un mini questionnaire. Donc, du coup, c'est un questionnaire que j'intègre dans mon étude en fait qualitative et qui me permet donc du coup d'avoir en fait finalement parce qu'il peut tout à fait me dire que je ne suis pas du tout voilà, compétent dans l'outil, mais une fois que je l'évalue, je me rends compte qu'au final, en fait, en tout cas, les statistiques que j'obtiens permettent de dire qu'il est plutôt, finalement, il est bien formé dans le Mhm. truc, quoi. Voilà, vous voyez, et que dans ce cas-là, le questionnaire vient, en fait, finalement, c'est comme une triangulation, quoi, en quelque sorte, puisque ça vient, en fait, en complément de ce qu'il a dit, ce qu'il a dit des choses. Mais à un certain moment, on lui fait noter, quoi. On lui dit que vous avez dit, par exemple, il y a telle chose sur qui est important. Après, maintenant, mettez une notation sur ces choses-là. Et que là, c'est une grille, par exemple, voilà, c'est une grille que je lui donne avec les items, des indicateurs, en fait, que, voilà, sur lui-même, sur voilà, sa compétence sur tel outil comptable. Et là, il les note sur une échelle qui va de 1 jusqu'à 5, 1 jusqu'à 7. Donc là, c'est un exemple typique, quoi. Après, Mhm. maintenant, est-ce que j'ai un exemple enfin, donc là, il aurait fallu, en fait, aller regarder dans des papiers enfin, publiés, etc. Mais je n'ai Mhm. pas un exemple là de papier publié en tête. Voilà. Mais je peux regarder si c'est vraiment voilà, quelque Parfait, chose que je sais en fait dans d'autres cours. parfait. Il Alors, y a une on a question qu'on a pardon, de oui, Diang. pardon Serge, je vais prendre rapidement la collègue Saïda Damak. Est-ce qu'elle peut prendre la parole? Elle est directrice du laboratoire de recherche à IHE, IHEC Carthage, s'il vous plaît. Est-ce que
Chers collègues, vous pouvez prendre la parole. Non, elle ne nous entend pas. Bon, Serge, vas-y. Donc, on avait une question de Diang qui demandait les méthodes d'échantillon. Quelle est la place aujourd'hui que les revues, ou quelle est l'importance qu'on donne aux méthodes d'échantillon non probabilistes, notamment la revue RFG? Comment la revue RFG apprécie les méthodes d'échantillon non probabilistes, en fait, aujourd'hui? Ouais, parce qu'en fait, sur la revue RFG, comme c'est pas vraiment une revue en fait orientée quanti, on est ouvert sur tout, hein. Il n'y a pas de problème. Par contre, si vraiment vous voulez aller dans une revue qui est orientée en fait quanti, bah, je donne un exemple. Moi, dans mon domaine, je sais que par exemple Marketing Science, voilà, c'est une revue en fait qui est vraiment très quanti et que si vous avez des questionnaires, voilà, vous avez un échantillon voilà, non probabiliste, peut-être que ça va être plus compliqué quoi, de publier votre papier que si vous avez en fait un échantillon probabiliste. Donc tout dépend de la revue, mais sur la RFG, on n'a pas de, y a pas de problème à ce niveau-là. Du moment où c'est diversifié, par contre, il faut prouver qu'en fait vous avez un échantillon diversifié. Alors, j'ai une autre question de la part de Asmae El Razi. Quelle est la méthodologie de recherche idéale dans le cadre de mise en place d'un nouveau cadre juridique par rapport à un sujet euh, dont il n'y a pas de réglementation dans un pays donné? Alors, je ne connais pas de manière très bien hein, le cadre dont il est question, mais j'ai le Mhm, sentiment que c'est plutôt du Cali en fait dans ce cas-là, mhm, puisqu'on ne connaît pas encore vraiment le phénomène. C'est vraiment nouveau et que par conséquent, dans ce cas-là, il vaut mieux commencer à aller faire du Cali. Et là, on n'est pas vraiment dans ce qu'on est en train de dire ici, quoi. mhm. Donc, c'est en dehors Parfait. vraiment de mon champ d'intervention, Si je mais peux, si encore, je, je Parfait, Diallo, conseillerais si de je faire du peux Cali. intervenir. Mm. Ça me fait penser à ce que j'ai fait dans ma thèse, puisque dans ma thèse, il y a une petite dizaine d'années maintenant, j'ai travaillé sur la notion de création de valeur, où il n'y avait pas de cadre juridique, il n'y avait pas d'obligation. Et les sociétés utilisaient à tort et à travers la notion de création de valeur pour parler de performance, pour parler de tout et n'importe quoi, au fait. Il n'y avait pas de cadre réglementaire en France. Donc, du coup, il y a eu une étude exploratoire du CALI afin de savoir, tiens, comment les sociétés, qu'est-ce qu'ils entendent réellement par ce terme-là? Et après, derrière, il y a une étude quantitative sur les sociétés cotées sur le marché financier français, une étude quantitative longue, hein, données de panel et tout ça, avec des scores de divulgation. Donc moi, je pense, à mon avis, en tout cas pour mon expérience, peut-être qu'il faut dans un premier temps une étude qualitative qui m'a permis de, on va dire, de circonscrire au fait le sujet, d'avoir une définition, comment les sociétés l'apprécient, qu'est-ce qu'elles mettent là-dedans et tout ça. Sur la base de l'étude qualitative, j'ai pu dégager des items que j'ai pu apprécier maintenant dans des rapports annuels de sociétés cotées qui étaient divulgués. Donc, j'ai créé des scores et j'ai fait du quanti derrière avec des facteurs explicatifs. En fait. Parfait. Alors, Et c'est un papier qui a été publié dans CCA, la on a revue une main qui est levée. comptable, en Euh, 2015. Ça marche. Serge, on a une main qui est levée, mais avant, prof Diallo, alors je vais passer un message de la part de la collègue Saïda Damak parce que son micro a un problème. Elle dit la chose suivante. Le professeur nous ferait, donc le professeur Diallo nous fera l'honneur d'animer un atelier pour nos chercheurs à Carthage. Bon, voilà, donc je vous mettrai en contact et puis vous discuterez de cette éventualité. On a deux mains levées. On va prendre Sika et puis par la suite, on va prendre notre cher ami Karim et Raja qui est avec nous. Oh là, Donc, Karim, tu es Sika. là, ça fait longtemps. Allez, Sika, allez-y. Qui demande la Oui, parole? bonjour, cher professeur, Bonjour, et Sika. merci au professeur Diallo. En fait, par rapport à ce que le professeur Diallo disait, c'est-à-dire utiliser un mini questionnaire dans une méthodologie Cali, j'ai lu à propos un papier où c'était une méthode Cali, mais après, il y a eu un mini questionnaire où on a voulu déterminer les scores, les moyennes, enfin, ils ont utilisé la stat descriptive. Et enfin, je me posais la question de savoir si finalement, euh, quelle allure, quelle méthode on donne, quel nom on donne à cette méthode. Est-ce que c'est du mixte? Est-ce que c'est toujours du quali? Donc, je viens retrouver ce que le prof dit et je repose en fait la question publiquement. Donc, on est toujours dans du quali, professeur? Oui, oui, on est dans du Cali en fait, où on essaie d'introduire en fait des éléments chiffrés. Ça reste en fait du Cali, mais voilà, c'est une forme de méthode mixte. Mais on reste principalement qualitatif, hein, parce que l'objectif, c'est vraiment de comprendre un phénomène.
et que le fait d'introduire en fait une partie quantitative, cela vient en fait en complément pour vraiment pouvoir donner, parce qu'enfin, n'oubliez pas, encore une fois, ce que un rédacteur en chef d'une revue, ce qu'il va chercher, est-ce que vos résultats sont valides, fiables, encore une fois. Et que si Ok. vous arrivez à dire que j'ai obtenu du quali et qu'en faisant le quanti, j'ai de la convergence, bah, ça va l'intéresser davantage. Merci, professeur. Alors. Alors, Karim, donc ce coup-ci, ça va être plutôt un marketeur qui va poser une question à un marketeur, puisque Karim lui-même est marketeur. Très cher Karim, ravi de t'avoir sur la plateforme. Vas-y. Un plaisir partagé. Merci beaucoup pour cette belle opportunité. Alors, un grand merci aux organisateurs. C'est toujours instructif d'assister à ce type de conférence qui est pluridisciplinaire et je pense que le professeur Diallo a fait la belle démonstration, je dirais, d'un exercice pédagogique parce qu'en réalité, c'est un thème qui peut être transverse. Et à ce titre, en fait, j'avais deux questions par rapport en fait, à la partie à laquelle j'ai pu assister parce que j'ai quelques péripéties de connexion. Alors, quand vous avez montré votre tableau de l'épuration des échelles de mesure, s'agissant de trois terrains interculturels que vous allez comparer, il me semblait que c'était le Canada, la France et j'ai oublié, pardon, le troisième terrain. Il y a une Le question. Sénégal, on a eu Sénégal, on a eu voilà, Canada, France. Alors, c'était trois terrains culturellement différents. Et quand on utilise en fait des modèles de mesure pour opérationnaliser des construits, alors on n'oublie pas souvent en fait qu'on mesure trois choses. On mesure l'individu, et puis on mesure en fait la variable qui caractérise cet individu. Mais il y a aussi en fait un paramètre sous-jacent, c'est le contexte. Et là, quand on parle du Canadien, des Français et des Sénégalais, force est de constater qu'on est sur des contextes, je dirais, de consommation, pardon, parce qu'il s'agit d'un papier en marketing, sont des contextes culturellement différents et à supposer qu'on aille des modèles de mesure qui donnent des structures factorielles ou des items à l'arrivée qui peuvent diverger. Alors, ça m'est arrivé personnellement que je n'avais pas du tout le même modèle de mesure qui apparaît sur trois terrains à la fois. Par exemple, j'ai trois items sur l'échelle, par exemple, de l'atmosphère du magasin qui ressort dans le contexte français et j'ai cinq items pour la même échelle qui émergent dans le contexte tunisien. Mm. Et ma question, en fait, est-ce que ça pose in fine un problème de comparer des résultats du modèle structurel, des modèles des hypothèses a posteriori, sachant qu'on a eu des modèles de mesure qui étaient divergents et qui mesuraient la même chose, mais avec des items différents. Moins d'items dans un contexte culturel et plus d'items dans un autre contexte culturel. Alors, à ma grande surprise, donc, je n'ai pas eu de retour des évaluateurs là-dessus, mais pour ne pas donner des bâtons pour se faire battre, donc je n'ai pas voulu le souligner dans les limites de recherche. Donc, j'attendais que ça surgissait au niveau des évaluations. Donc, ça, c'était la première question. Oui, Deuxième Karim, donc la deuxième question va aller rapidement, comme ça pour permettre au prof de donner Alors, la du temps. deuxième Oui. question, c'était sur la triangulation des méthodes. Alors, il est d'usage d'utiliser le local exploratoire pour faire émerger des items, etc., pour construire une échelle. Dans quelle mesure on peut faire une étude qualitative pour confirmer l'étude quantitative a posteriori pour lui donner du sens? Est-ce qu'en fait, il y a des normes qui permettent de statuer sur un tel choix ou pas? Merci. Merci, Karim. Merci beaucoup pour cette question. Alors, sur la première question, effectivement, c'est une situation en fait qui peut arriver. Alors, moi, je n'étais pas confronté à ça ici, puisque mon étude portait sur des touristes français qui partent ailleurs. Et ensuite, sur des touristes canadiens qui partent en fait dans d'autres destinations. Donc, au final, j'ai un échantillon qui est assez homogène, puisque c'est des Français qui répondent. Voilà, mais c'est les Français qui vont faire du tourisme au Sénégal. C'est pour ça qu'en fait, je disais que voilà, on a eu en fait terrain Sénégal. Donc, je n'étais pas confronté à ça. Mais effectivement, voilà, quand on l'a, normalement, en principe, dans les grandes revues, on veut en fait que le modèle conteste ce qu'on appelle l'équivalence, la question de l'équivalence. En fait. Il faut que le modèle soit équivalent dans les deux pays. Ça signifie qu'il faut qu'on ait exactement la même structure de l'échelle, de part et d'autre. Si on a 5 items, dans un pays, il faut qu'on ait 5 items, les mêmes 5 items. Hein. Dans un autre pays, voilà, c'est vraiment sur ce modèle-là, il faut partir. Et sur la deuxième question, alors je n'ai pas noté du coup. La deuxième, oui, vas-y, Karim, reprends rapidement la deuxième question, pardon.
En fait, dans quelles circonstances on peut décider de faire une étude qualitative a Ah posteriori oui, et oui, oui. quanti à des fins de confirmation? Pardon. Oui, oui, oui. Et ça, généralement, en fait, c'est quand on a des résultats qui ne sont pas conformes avec la théorie. On a une théorie, en fait, sur laquelle on s'appuie et qu'on a des résultats, en fait, qui ne sont pas conformes, qu'on n'arrive pas à expliquer théoriquement parlant. Et dans ce cas-là, souvent, voilà, on va compléter, on va faire du quali pour aller compléter, mieux comprendre, en fait, les choses. Merci Ah. beaucoup. Je vous en prie. Alors, Serge, moi j'ai conscience du temps. On a déjà largement débordé. Le prof a dit on fait 9, 12. Voilà. Donc, il est bien 12h05. Est-ce que éventuellement il y Prof, a. Oui, prof, vous pouvez mettre la première page, s'il vous plaît, de votre présentation. On voit le titre, parce que là, c'est plutôt les remerciements. Ah oui, Les slides, en fait, pour que ah je oui. puisse après le faire voilà. en LinkedIn. Je m'en suis rendu compte tout à l'heure. Donc, voilà. Parfait. Une fois de plus encore, n'hésitez pas, s'il vous plaît, si vous avez un dernier commentaire, une dernière question à poser au prof, parce qu'on est vraiment à la fin de la session. Et peut-être avant de conclure, c'est le prof lui-même qui prendra la parole. Et puis peut-être Serge, tu vas conclure peut-être pour nous aujourd'hui, une fois que le prof a donné son mot de fin. D'accord. Ah, on a une main qui est levée. On a une main qui est levée, prof. On a une main qui est levée finalement. Donc, Enseigne. Cassaigne, allez-y, Cassaigne. Par contre, soyez bref, hein, s'il vous plaît. S'il vous plaît, soyez D'accord, bref, oui, parce qu'on a d'accord, débordé le temps. d'accord. Oui, bonjour à tous. Merci encore Bonjour. pour la présentation. Alors, j'ai une question peut-être qui n'est pas encadrée dans la thématique d'aujourd'hui, mais qui me paraît un peu voilà, intéressante. En fait, j'aimerais s'assurer au-delà de la fiabilité, de la validité, de la recherche, tout, pour légitimiser son travail, est-ce qu'on est, entre guillemets, en tant que jeune chercheur, obligé, bon, je mets obligé entre guillemets aussi, de coécrire avec un prof confirmé avant de se faire accepter, bien, avant de faire accepter son papier dans une revue cotée. Voilà. OK. Merci, c'est une bonne question. Je pense que tout dépend. Tout dépend de ce que vous avez comme formation sur place, dans le laboratoire. Est-ce que vous vous sentez vraiment suffisamment autonome pour y aller seul? Ou est-ce que vous pensez qu'en fait, vous avez besoin voilà, du prof? Et dans ce cas-là, il faut vraiment qu'il travaille sur le papier aussi. Hein. C'est pas juste qu'il mette son nom. Il faut qu'il travaille dessus. Moi, c'est ce que je dis à mes doctorants. Hein. Je leur dis, voilà, si je travaille suffisamment dessus, on co-signe. Je ne travaille pas suffisamment dessus, j'ai juste moi mis les commentaires, etc. C'est bon, quoi. Vous signez seul, quoi. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas de problème à ce niveau-là. Et c'est ce que je faisais avec mon directeur de thèse aussi. Donc voilà, mais ça, c'est vraiment chacun sa situation personnelle. Et que c'est vrai qu'en fait, on peut imaginer, voilà, on pourrait dire qu'en fait, en tout cas, dans un premier temps, pour les premières expériences, c'est toujours bien de se faire accompagner. Voilà, par son directeur peut être quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un d'autre qui s'y connaît. Donc, voilà, c'est vous qui décidez en fait, quoi, en fonction de, D'accord. voilà, de votre D'accord. expérience. Et, et en tant que rédacteur en chef, par exemple, est-ce que vous faites plus confiance à un article coécrit ou à un article individuel, voilà, le seul auteur, en Non, non, termes de qualité de sincèrement, travail? non, sincèrement, non. Ça, on regarde vraiment pas. Parce que de toute manière, sur la RFG, sauf si on regarde l'email, on voit qu'il y a études, voilà, mais il n'y a pas, voilà, il y a pas on ne demande pas en fait de vous présenter pour dire si vous êtes doctorant ou si vous êtes. Alors dans certaines revues, ils le font, hein, ils demandent une présentation. Les auteurs, sur la RFG, on ne fait pas ça. Donc voilà, en fait, on ne sait même pas, sauf si vous mettez un email, une adresse email avec études, où on voit que c'est étudiant. Bah non, en fait, on ne sait même pas quoi. Voilà, il y a pas. Voilà, ce qu'on regarde, c'est vraiment la qualité du projet que vous soumettez, quoi. C'est ça qu'on regarde, vraiment. D'accord. D'accord. Merci à Très vous. bien. Je vous en prie. Merci à tous pour vos différents retours. Donc, merci, professeur Diallo, pour la brillante présentation de ce jour. Les échanges ont été très riches à en voir les questions qui n'arrêtent pas. Et il y a Lubanda qui demande, est-ce que vous voulez bien qu'on communique votre adresse mail? Donc, je vous laisse si vous voulez le mettre dans le chat pour certains qui Ouais, voulaient échanger avec vous. ouais, mais après, c'est juste pour prévenir, parce que je sais qu'en fait, souvent dans le type de séminaire, c'est toujours la même question, parce que je vais donner l'email, il n'y a pas de souci, mais je sais que sur les jours qui viennent, il y a plein d'emails qui arrivent, c'est juste que j'arrive pas à traiter tout. Ouais. Parce que
donner juste voilà, voilà, ordre d'idée, hein. Donc là, j'ai fait Dakar, un séminaire booster. Ensuite, je suis allé à Darla. J'ai fait une conférence. Là, je suis ici avec vous. Ça veut dire, en fait, vous imaginez ce que ça fait derrière, quoi. Et que Bien sûr. malheureusement, voilà, on a des plannings, en fait, qui sont tellement. Voilà, peut-être qu'en fonction des questions qui sont posées, il y a des questions auxquelles je réponds. D'autres, voilà, si je vraiment pas, j'ai pas réponse, je réponds quand même. Moi, voilà, mais enfin, pour les éléments que j'apporte, il y a des éléments que je vais détailler un peu plus parce que c'est plus rapide. Il y a d'autres questions auxquelles je peux vraiment pas, quoi. Et dans ce cas-là, voilà, je vous dis, voilà, malheureusement, je peux pas, mais je vous réponds tout ça. Il n'y a pas C'est de, gentil. il y Merci a à vous pas de, encore, il y a pas de professeur problème. Diallo. Chat. Ah, Serge, avant de finir ta conclusion, je pense que ce coup-ci, on n'a pas envoyé l'email C'est déjà fait. parce que, comme disait le professeur Diallo, ça serait bien peut-être que les gens disent sur quoi ils souhaiteraient que le professeur Diallo intervienne l'année prochaine, par exemple. C'est-à-dire, est-ce que c'est équation structurelle ou est-ce que c'est expérimentation? C'est vrai qu'il est parti de l'intuition que équation structurelle ferait beaucoup plus sens, mais voilà. Donc, chers tous les participants, aujourd'hui, au Grand Pic, nous étions à peu près 80-82. Vous avez un petit lien pour nous donner un feedback. S'il vous plaît, c'est important, ça nous permet de structurer les autres sessions. Donc, prenez vraiment le temps voilà, de remplir un peu pour qu'on puisse organiser les prochaines sessions. Merci. Très bien. Donc, par rapport à ce qui vient d'être dit, juste les annonces, nous avons un dernier atelier pour l'année universitaire 2023-2024. Ça sera sûrement au mois de juin. On n'a pas encore la date, ça sera au mois de juin. Donc, on sera sur une démarche, la recherche qualitative en sciences comptables et financières. On reviendra sur la démarche qualitative, les entretiens et tout ça. Donc, on va essayer de caler. On a déjà le mois, il reste juste le jour à caler avec l'intervenant. Et vous aurez l'invitation pour vous inscrire à cet atelier-là pour clôturer l'année 2024. Ensuite, à partir de septembre, octobre, on aura l'année universitaire 24-25. Donc, on sera au 13e, au 12e atelier 12e atelier, ça sera le 12e. où on a prévu faire tout ce qui est recherche qualitative sur démarche, entretien semi-directif, mais surtout la recherche action et les méthodologies participatives. On a prévu aussi faire l'éthique en recherche comptable. Aussi, il y aura des ateliers sur la rédaction et la publication, le processus de soumission, de révision des articles de recherche. On a prévu également des ateliers sur la mobilisation, l'utilisation des big data, d'intelligence artificielle, les open source, les statistiques. Il y a pas mal de choses aussi qui sont déjà programmées avec des intervenants en face. Donc oui, il y aura peut-être les équations structurelles avec le professeur Diallo, qui est, comme vous l'avez compris, très occupé, très sollicité. Donc en fonction aussi de la planification que nous avons, parce que sachez que lorsque vous avez Monsieur Diallo aujourd'hui, on a pris contact avec lui depuis un an quasiment, Oui, professeur c'est ça, Diallo. hein, prof. Hein? C'est depuis Voilà. un an. Hein? Donc Exactement quand ça. ensuite, Moi, voilà, aujourd'hui, sur mon agenda, si on n'a pas planifié un an à l'avance, c'est pas possible. voilà. Donc, chers C'est pas participants, possible. lorsque vous voyez un prof sur la plateforme, on ne l'a pas contacté la veille pour le lendemain, hein. Voilà, c'est une planification qui est déjà depuis un an. Je ne sais pas si vous Ouais, imaginez là. c'est vrai. C'est un temps long aussi lorsqu'on arrive à la planification, lorsqu'on a un invité. Donc, on prend le temps, puisque j'ai des commentaires, je réponds aussi à certains commentaires, on prend le temps que nous allouons aussi l'invité. Professeur Diallo pourrait nous accorder 3 heures. On a 3 heures aujourd'hui. S'il nous accorde une semaine, on aura une semaine. De toute façon que ça soit le cas. Bref, Ouais. je remercie infiniment le professeur Diallo de nous avoir accordé ce temps-là, ce temps d'échange, de discussion. Ce n'est pas sa discipline, mais la méthodologie reste transverse en sciences de gestion. Je vais clôturer en tant que représentant de la FA francophone cette 10e séance, qui est une séance un peu spéciale parce que ça fait la 10e fois que nous organisons ces ateliers-là. Et Conan et moi, bon, Vidisha n'est pas là, n'est pas avec nous. On était à 3 au début dans ce bateau, on est 2. On va essayer de coopter un troisième également. On remercie tous les participants qui sont surtout là et vous faites preuve d'abnégation, de suivi. On vous remercie tous et je vous invite vivement, s'il vous plaît, à soumettre vos articles pour le congrès de l'AFA. Parce que l'initiative que nous portons aujourd'hui est soutenue par une association. Et pour que l'association vive, vous avez le congrès annuel de l'association. Donc, je vous invite, n'hésitez pas à soumettre à l'association pour que l'association aussi puisse vivre et continuer à vous proposer des séances, pas mal d'outils de travail. Donc, si vous voulez bien, je vais vous demander d'ouvrir vos caméras pour ceux qui le peuvent, juste une photo de famille en souvenir, si vous voulez bien.
pour tout le monde. Kasseng, bon, je vais lui baisser la main. Ouais, voilà, Parfait. il a baissé. Merci à tous. Donc, ça va prendre 4-5 secondes. Hein. Merci. Donc, une première photo ici. Fermez pas vos caméras, hein, s'il vous plaît. Sika, on ne vous voit pas. Claude Baimé, on ne vous voit pas. C'est un peu Alain, rudimentaire ce que je fais. Ah, la page 2, il n'y a personne. Page 3, bon, il n'y a personne. Je pense que tout s'est passé sur la page 1 là. ok. Donc, page 2, j'ai Mais personne. après, Ok. Merci beaucoup. Merci à tu tous. vas trier après, je pense, non? Oui, je vais essayer de faire des montages après. Donc, n'hésitez surtout pas à nous faire remonter via Atelier AFA, atelier@afa.com, je crois, .org, vos questions ou vos remarques. On se reverra au mois de juin pour le dernier atelier de l'année académique 23-24. Voilà. Oui, Merci 23-24, beaucoup oui. encore, professeur Diallo et Conan. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Mais professeur je pense que Conan. la parole, on va plutôt laisser la parole au professeur Diallo Ben, pour, voici l'initiative qu'on porte, professeur Diallo, voilà, depuis voilà, maintenant 2 ans, Conan et moi. voilà, voilà. On en est Et donc, voilà. convaincus, mais bon. Professeur, voilà, allez-y. Et puis, En tout cas, voilà. je suis vraiment ravi d'avoir pu participer en fait à vos activités puisque moi, mon objectif en tant qu'enseignant-chercheur, en tant qu'aussi rédacteur chef associé à la RFG, notre objectif, c'est aussi en fait de pouvoir partager avec le public et plus particulièrement le public francophone. On est vraiment, on a ce positionnement à la francophone et je pense que c'est important de défendre la recherche francophone. Même si aujourd'hui, on voit qu'en fait, c'est de plus en plus difficile, hein, parce que on voit qu'au niveau en fait, de la publication scientifique, si vous ne publiez pas en anglais, c'est de plus en plus compliqué. Mais il nous semble important, puisque derrière, quand on dit francophone, c'est pas juste parce qu'on aime la francophonie qu'on le dit, mais on le dit, c'est parce qu'en fait, derrière la francophonie, derrière ces pays, la francophone, c'est aussi des modèles économiques et que la recherche qu'on fait a aussi en fait un impact sur le développement derrière, puisqu'on a des résultats qu'on amène et que nos résultats peuvent aussi être utilisés par les entreprises, par les collectivités publiques, et que de ce point de vue-là, c'est aussi dans cette logique-là de développement économique en fait qu'on mène ces activités-là. Et je remercie, je félicite donc la FA en tout cas pour ces initiatives. Et j'espère que j'aurai l'occasion, donc voilà, l'année prochaine aussi, de vous animer en fait un atelier sur une autre thématique. Super. Donc voilà, Merci merci. Parfait, beaucoup. parfait. Il y a Yopa qui a la main levée. Delon, je ne sais pas si vous avez une question, une remarque. Vous avez la main levée. Non, il a, bon, non, il a le temps de ranger ses affaires. Est-ce qu'il nous entend? Yopa, vous avez la main levée. Yopa Monsieur Djenga, vous avez la Yopa, main levée. Dienka, allez-y, monsieur Yopa, Dienka. Oui, Ouais, allez-y. bonjour Bonjour. l'organisateur de la FA. Moi, c'est Yupa Dienga Serge Delon, enseignant à l'ESSEC Université de Douala. Voilà, moi j'ai apprécié la présentation du professeur. C'est vraiment assez instructif pour nous. C'est vrai que c'est à la suite de ce qu'a fait le professeur Telongab la dernière fois. Merci encore, je salue vraiment. Merci beaucoup à la fin. J'avais une question. Si le professeur permet, je vais sortir, je voulais terminer par là. Quelle est la différence entre le guide d'entretien et le questionnaire? La différence entre le guide d'entretien et le questionnaire. Parce que parfois, on se trouve un peu buté à la qualité des questions qui doivent être posées à la fois, d'une part dans le guide d'entretien et d'autre part dans le questionnaire. Si le professeur pouvait nous situer là-dedans, merci beaucoup. Je pense que ça Oui, sera le merci. mot de la fin. Allez-y, professeur, si vous avez encore quelques minutes à nous accorder. Hein. Oui, merci pour la question. En fait, le guide d'entretien, c'est vraiment pour du quali. Ça veut dire qu'en fait, il est vraiment assez général puisque l'idée, c'est de laisser le répondant, le participant, en fait, vraiment s'exprimer. Ça veut dire qu'en fait, dans le guide d'entretien, il faut vraiment que le répondant parle en fait davantage et vous, en tant que chargé d'études, en tant que chercheur, vous parlez le moins possible. Voilà, l'objectif, c'est ça, hein, pour vraiment aller en fait, et souvent le guide d'entretien, il va porter sur des sujets qu'on ne connaît pas forcément, qui ne sont pas forcément en fait, voilà, assez étudiés, et qu'on est vraiment dans une logique soit exploratoire, soit compréhensive, vraiment pour le guide d'entretien. Et le questionnaire, c'est pour du quanti. Donc là, c'est vraiment, j'ai des concepts, j'ai un modèle, je veux mesurer en fait mon concept,
Et que par conséquent, donc là, j'ai vraiment un questionnaire avec des questions fermées. Donc là, c'est vraiment un pas du tout d'accord, 5 tout à fait d'accord, par exemple. Donc, on a quelque chose d'assez fermé, d'assez voilà, précis et on sait ce qu'on veut collecter, en fait, qu'on me donnait, quoi. Donc voilà, c'est vraiment en fait la principale, je pense, différence entre les deux. Mais encore une fois, hein, ce que je vous disais, voilà, faut garder aussi en fait à l'esprit qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est aussi en fait du mix. Ça veut dire en fait, je peux tout à fait faire mon guide d'entretien, d'avoir un mini questionnaire à la fin et qui permet en fait vraiment d'aller en fait un peu plus loin. Une fois que j'ai vraiment eu les éléments de manière globale, des verbatim, du texte, là, etc. Et ensuite, je leur demande sur des éléments spécifiques, ça va être sur des choses qu'ils ont déjà, voilà, sur des choses qui sont déjà exprimées. Je reviens là avec des items, ça peut être des items, ça peut être voilà, des caractéristiques, ça peut être voilà, des mots spécifiques que je prends, des adjectifs, et je leur demande en fait de les noter sur une échelle qui va de 1 jusqu'à 7, de 1 jusqu'à 10. Et que donc, du coup, là, ça fait vraiment un mix qui me permet, moi, en tant que chercheur, d'avoir, en fait, finalement, des données beaucoup plus riches. Et si vous regardez, en fait, dans le chat, je vous ai mis 2 ressources, hein, puisqu'on me demandait des exemples. Là, j'ai pris 2 articles que j'utilise dans mon cours de DBA, puisqu'en fait, je fais un cours de DBA sur le collecte et exploitation des données à Shanghai. Et que dans mon cours de DBA, je les fais travailler sur ça. Parce que là, c'est plutôt des professionnels, donc voilà, qui ont au niveau doctorat professionnel et qui ont besoin de ce genre de choses. Parce qu'en fait, eux, ils travaillent sur des problématiques concrètes et que faire juste le guide d'entretien avec des réponses un peu voilà, générales, peut-être que ça ne les arrange pas trop. Faire aussi, en fait, juste un questionnaire quanti où là, on a vraiment des choses super précises, mais ils n'ont pas les éléments de contexte, ça ne les intéresse pas. Et donc, du coup, moi, je les fais travailler plutôt sur ça. Et d'ailleurs, il y a un mot que j'utilise, c'est quantitative. Quan, voilà, pour dire le quanti et le qualitatif, ce mot-là, voilà, dans mes slides du DBA, c'est le terme que j'utilise, quantitative data collection, et que je leur fais ça. Et que ça, c'est bien adapté puisque ça permet de mixer, d'avoir les avantages, en fait, des 2 méthodes, en fait, quoi. Et que pour un public manager, c'est super adapté, en fait, quoi. Alors que pour un public de recherche, on peut se permettre hein, d'être beaucoup plus spécialisé. Donc voilà, vous voyez, donc du coup, tout dépend du contexte aussi, quoi, de l'enquête et du projet. Merci beaucoup, professeur Diallo. Merci pour ça. Et pour la mise à disposition des différents documents, le support de présentation du professeur Diallo, vous les aurez lorsque vous aurez votre certificat. Donc, on va échanger avec le professeur Diallo qui va nous envoyer, nous les organisateurs, sa présentation. Et lorsque je vous enverrai les certificats, vous l'aurez en même temps cette présentation-là. D'accord? Merci. Donc, je Merci. vous remercie tous pour votre patience et votre présence toujours. Et je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt au mois de juin. Conan, c'est bon pour toi? Parfait, Donc, merci, à professeur bientôt. Diallo, quand Merci, vous avez le prof. temps, peut-être la Merci bien. présentation. Bonne journée. Allez, bonne journée. Bonne Merci, journée. Prenez soin de vous. merci, Merci, au Au revoir. revoir. merci, au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au Merci. revoir. Bonne journée.